On est ému, n'est-ce pas? Particulièrement. Docteur Simon Élidé Babou. Je fais la précision parce que je trouve qu'il est ingrat de ne pas le rappeler à toute fin utile que à Dakar, vous avez brièvement obtenu votre doctorat en lettres modernes, option littérature. Parce que votre parcours politique est sous-tendu par ce fondement intellectuel et qui justifie que vos discours et votre position ont sens et ont du sens. J'avais préparé pour poser votre biographie, j'ai dit je ne suis pas suffisamment noble pour pouvoir le faire. Mais permettez-moi, madame, de situer le cadre de cette cérémonie et dire que voici que l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, présidée par Maître Assa, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Ce programme vise à impliquer, intéresser, motiver des jeunes filles leaders dans leur communauté, dans le domaine associatif et politique, à s'engager de manière résolue et de manière éclairée dans le processus de réconciliation, de construction d'une paix durable en Côte d'Ivoire et de normalisation de la vie civile et politique dans ce beau pays. Et c'est un programme de coaching qui nécessite qu'un personnel de qualité au niveau civil et politique soit mobilisé afin de s'adresser avec générosité et sincérité à ceux qui constituent la nouvelle génération et porteront ce pays. Et c'est en cela que nous sommes honorés, intimement honorés de ce que votre présence est effective et manifeste avec une telle ponctualité qui vous caractérise et qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons un moment particulier dans notre histoire qui marque définitivement qu'il y a quelque chose d'important dans la vie de ces leaders afin que celles-ci puissent engager résolument leur marche. Docteur, je vais chuter mon propos et vous laisser la possibilité de nous entretenir sur l'engagement politique qu'une femme en Afrique peut faire, peut vivre, peut partager en termes d'expérience sur le fondement de votre propre expérience de vie. Pas que le passé, le présent et surtout le futur, parce que nous avons conviction que vous n'avez pas fini de donner à la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais commencer par saluer la salle. Et remercier tous ces jeunes pour leur enthousiasme, leur ferveur, leur gaieté. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je voudrais... Vous savez, j'étais tranquillement chez moi. Et puis, il y a une jeune dame... qui s'appelle Madame Assa, c'est ça, qui est venue me trouver, qui m'a présenté une organisation des droits de l'homme, des droits de la femme, et elle m'a séduite avec son exposé et tout le travail que cette organisation fait depuis 1984, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire ici. Travail de fourmi, mais travail efficace. Et je voudrais les féliciter
Et je voudrais vous dire que je me sens très honoré d'être ici ce matin avec vous. Dans cette grande salle, mais dans cette grande cour que je connais un peu plus que votre organisation parce que Madame Sangaré et toute son équipe ont fait le déplacement pour venir me saluer quand j'étais à Odiéné, pour venir me saluer quand j'étais à l'école de gendarmerie et j'ai gardé un très beau... Et même quand je suis sorti de prison, elle est encore venue avec son équipe me saluer et j'ai gardé un très bon souvenir avec cette organisation de droit en Côte d'Ivoire ici qui est efficace, qui agit et qui a l'esprit ouvert. C'est surtout ça qui m'a vraiment frappé. Je voudrais vous remercier de m'avoir convié à venir partager avec les jeunes qui sont là. Vous m'aurez rendu service en vous risquant à présenter mon CV, ça m'aurait évité d'en parler moi-même. Parce que le sujet qu'on m'a demandé de traiter, c'est de parler de moi-même. Il n'y a rien de plus difficile que de parler de soi-même. Mais bon, on m'a dit que ça intéresse de savoir un petit peu quand est-ce que j'ai commencé à faire la politique, comment j'ai fait la politique, qu'est-ce que j'ai traversé, quels sont mes espoirs, quelle est ma vision, n'est-ce pas? C'est de ça que vous voulez qu'on parle, hein? Oui, c'est ça. Alors, on va faire comme ceci. Je vais faire une introduction. Mais comme je suis bavarde, j'ai dit je vais faire une petite introduction, mais vous allez voir, je suis très bavarde, donc je vais parler longtemps. Mais je vais faire une introduction et puis je vais vous laisser la parole pour me poser toutes les questions que vous voulez. Si vos questions me dérangent, je ne répondrai pas. Ah, faire la politique, c'est aussi ça. Hein? Mais si vos questions m'arrangent, vous allez voir, je vais me déployer là-dedans. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai commencé ma vie politique toute jeune. Toute jeune. J'ai commencé par militer à la GEC. J'étais toute jeune. J'étais en classe de 4e, 3e, quand j'ai commencé à militer à la GEC. Vous voyez, j'étais jeune. Et en tant que militante de la GEC, tout de suite, je me suis intéressée, puisque c'était ça le programme de la GEC, hein, voir, juger et agir. N'est-ce pas? Dans le voir, juger et agir, vous faites donc des enquêtes. Ensuite, vous vous asseyez, vous analysez ce que vous avez obtenu comme résultat d'enquête, de recherche. Vous portez votre appréciation. Et puis, s'il y a des actions à mener, vous déterminez quelles sont ces actions et vous les menez. Or, quand vous faites ça, au niveau de la GEC, vous êtes tout de suite amené à vous pencher sur les problèmes scolaires, les problèmes d'ordre éducatif et donc les problèmes d'ordre politique de la jeunesse. Qu'est-ce qui se passe dans votre établissement? Comment vous traitez ça avec l'école? Comment vous traitez ça avec vos parents à la maison? Comment vous traitez ça en fonction, c'était la GEC, donc en fonction de ce que l'Église propose comme solution, de ce que le christianisme propose comme solution, et puis vous vous retrouvez en train de juger votre société. Mais j'étais jeune. Mais très vite, j'ai été invité à participer dans des arènes hautement politiques, n'est-ce pas, aux problèmes qui concernent la jeunesse en Côte d'Ivoire. Très rapidement, nous étions dans le parti unique. Donc, très rapidement, le problème du parti unique va se poser. Avec le parti unique, on a la pensée unique. Avec la pensée unique, on manque de liberté. Donc, automatiquement, on se retrouve à poser des problèmes qui sont des problèmes de fond.
dans la société ivoirienne. J'ai été donc rapidement amené à me décider d'être contre le parti unique, pour la liberté, pour la possibilité de tous les citoyens à donner leur point de vue sur les problèmes qui se posent dans le pays, sans que pour autant ils se retrouvent dans des difficultés politiques, qu'ils se retrouvent en prison. Nous avons été amenés donc à faire des grèves à l'école, pour des raisons qui sont scolaires, mais pour des raisons qui quelquefois sont politiques. Voilà comment rapidement j'ai été amené donc à faire de la politique. Mais quand on fait de la politique comme ça, on est obligé de se former. On ne peut pas faire de politique si on n'est pas formé. À ça, je vous le dis tout de suite, si vous voulez faire de la politique et puis que vous n'avez aucune formation, vous allez être des personnes manipulées par d'autres qui sont plus formés que vous. Quand on veut faire de la politique, il faut se former. Pour se former, il faut lire. Pour se former, il faut participer aux réunions. Pour se former, il faut participer aux grandes rencontres. Pour se former, il faut écouter. Pour se former, il faut s'instruire. Pour se former, il faut s'informer. Donc, voilà. Me voici donc rapidement responsable de la GEC féminine au plan national. Rapidement. Et responsable de la GEC féminine au plan national, je vais donc apprendre à gérer une organisation, apprendre à organiser un programme d'action nationale, à me déplacer pour aller rendre visite dans les villes de l'intérieur aux organisations, aux bases de la GEC qui existent. J'apprends aussitôt donc à connaître mon pays. On ne peut pas faire de la politique si on ne connaît pas son pays. Si vous voulez faire de la politique, apprenez à connaître votre pays. Apprenez à sortir des questions d'ordre régional. C'est vrai, hein? Si je veux être maire, si je veux être gouverneur de région, je dois connaître ma région. Mais si je me contente de ma région, de connaître ma région, je serai juste un homme, une autorité politique régionale. Moi, mon vœu, c'est que vous deveniez des autorités politiques nationales, d'ordre national, capables de traiter les problèmes de toute la nation. Et pour ça, il faut connaître le pays. Et quand je dis connaître le pays, je ne dis pas s'asseoir sur son ordinateur pour interroger, n'est-ce pas, Google, pour que Google vous dise voilà ce qui se passe à Gagnoa, voilà ce qui se passe à Soubré, voilà ce qui se passe à Odjéné. Non, je dis connaissance physique avec le pays. Il faut aller connaître le pays. Il faut aller pactiser avec la terre de votre pays. J'ai pu faire ça grâce à la GEC parce que j'animais, je dirigeais de ce qu'on à l'époque on appelait les camps de vacances et ça me permettait d'aller à la rencontre des jeunes gessistes comme moi, mais qui étaient dans les régions, qui étaient dans les écoles à l'intérieur du pays. Et puis je progresse et je deviens enseignante. Parce que moi, mon rêve, ça a toujours été d'être un bon enseignant. Et je crois même que c'est vraiment le don principal que Dieu m'a donné, c'est le don d'enseigner. C'est la pédagogie. C'est la didactique. Ça, c'est vraiment ça, là, Dieu m'a donné ça. Dans la vie, il faut savoir ce que Dieu vous a donné. Hein? Quelqu'un qui veut faire de la politique et qui ne sait pas ce que Dieu lui a donné, il va errer. Il va vouloir aujourd'hui être bon orateur, bonne oratrice, parce qu'elle a dit que Simone Gbagbo, quand elle fait ses meetings, mon Dieu, elle impressionne. Donc moi, je vais faire comme elle. Mais peut-être que ce n'est pas ça que Dieu t'a donné comme don. Donc quand tu vas venir faire tes meetings, on va dire, oh, celle-là, quand elle parle, on s'ennuie à son meeting. Mais parce que ce n'est pas ce que Dieu t'a donné comme don. Qu'est-ce que Dieu vous a donné comme don? Il faut que chacun, chacune s'interroge, s'examine intérieurement et découvre ce que Dieu lui a donné comme don et travaille en fonction de ce que Dieu lui a donné comme don. Moi, principalement, ce que Dieu m'a donné comme don, là, c'est l'enseignement. Si je vous parle tout de suite là, je peux vous enseigner, je peux vous instruire sur ce que je connais, bien sûr. Ah, par exemple, je ne suis pas juriste. Si je veux me mettre à enseigner le droit ici,
ça va être la grande catastrophe. Hein? Mais si je veux enseigner ce que je sais faire, ça, vous allez me donner sans me vanter. Hein, mon dire sans me vanter, là, vous allez me donner peut-être 16 sur 20, peut-être 17 sur 20. C'est très important. Ça a l'air d'un détail, hein, mais c'est très important. Il faut savoir ce qu'on est capable de faire. Parce que dans la vie, il faut être compétent. Dans la vie, il faut être capable. Si tu ne sais pas ce que tu sais faire, tu ne seras pas compétent dans ce que tu vas faire. Si tu sais ce que tu es capable de faire, tu seras compétente dans ce que tu fais. Et donc, j'arrive donc dans l'enseignement. Et dans l'enseignement, on est organisé. Et on est dans le parti unique. Et on continue de se battre contre le parti unique. Donc, je vais être une grande syndicaliste. Et dans le syndicalisme, nous allons nous battre encore pour obtenir la liberté, n'est-ce pas, dans le syndicalisme. Et puis, on continue de progresser. Hein. Et à un moment donné, on dit, bon, on a combattu le parti unique de telle façon, de telle façon, de telle façon. Mais à force d'insister, à force de parlementer, à force de revendiquer, le parti unique lui-même, il est en train de bouger. En 1980, le PDCI est obligé de reconnaître que ce n'est plus possible que tous les candidats qui vont aux élections législatives soient tous au départ PDCI. À l'époque même, avant 1980, il n'y avait même pas d'élection. À l'époque, avant 1980, les députés à l'Assemblée nationale étaient nommés par le président de la République. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez envisager que les députés à l'Assemblée nationale soient nommés? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous protestons parce qu'il y a une partie des membres du Sénat qui est nommée par le président de la République. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Mais ça va être votre combat. C'est vous, la génération actuelle, là, ça va être votre combat. Si on veut la démocratie, dans la démocratie, on responsabilise les autorités, les personnalités. Et donc, les personnalités, les autorités, autant que possible, sont élues. Le PDCI, en 1980, va comprendre, disons, ne va plus pouvoir continuer de procéder à la nomination des députés. Et à partir de 1980, les députés de Côte d'Ivoire sont élus. Mais comme c'est toujours le parti unique, ils vous laissent aller vous battre pour être élu. Mais une fois que vous êtes élu, vous êtes obligé de vous déclarer PDCI. Ils ont appelé ça la démocratie à l'ivoirienne. On dit quand on met une étiquette à côté de la démocratie, c'est que c'est dangereux. Et donc, il faut que nous continuions de nous battre pour que la démocratie soit la démocratie tout court. Que ce soit la démocratie en Côte d'Ivoire et non pas la démocratie à l'ivoirienne. Que nous n'ayons pas une démocratie à l'américaine, une démocratie à la française, une démocratie à la congolaise, une démocratie à la togolaise, une démocratie à l'ivoirienne, mais que nous ayons la démocratie tout court en Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi qu'en 1990, à force de combattre, nous allons obtenir le... Pardon, excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. Nous avons obtenu le multipartisme. Le PDCI est obligé de proclamer le multipartisme en 1990. Nous avons aussitôt déposé nos documents pour devenir un nouveau parti. Et nous sommes donc un parti, et donc la Côte d'Ivoire est devenue un pays multipartisan. Nous avons donc maintenant un parti. Et dans ce parti-là, il nous faut traiter toutes les questions qui concernent la société. Et une des questions que nous allons
constater rapidement et être obligé de traiter, c'est la question de la place dans le parti. Rapidement, nous allons découvrir que les hommes veulent avoir tous les postes. Ils veulent avoir tous les postes. Et pour ça, ils sont prêts à minimiser les femmes. Les femmes sont devenues juste des personnes qui sont là. Elles sont souvent très nombreuses. À l'époque, elles étaient très nombreuses. Mais elles sont là pour faire le travail, pour faire nombre à côté des hommes. Et ça, c'était quelque chose qu'il fallait changer. Donc, ça nous a amené à réaliser, premièrement, que la femme doit faire la politique. Là, on est d'accord là-dessus. Mais la femme, en Côte d'Ivoire, était une personne souvent complexée. Elle avait peur de venir faire la politique. Parce que dans la société, là, avec les us et coutumes, là, on y a mis, on y a rabâché, on a mis dans son esprit qu'une femme, elle va être une grande femme si elle est derrière un homme. Hein? Si elle vient devant l'homme, elle devient un problème. Et donc, les femmes ont peur de venir prendre des responsabilités. Elles sont derrière. Ah, moi, vraiment, moi, je ne connais pas où. Moi, je ne fais pas la politique où. Moi, je n'ai aucune expérience. J'ai encore entendu ça, hein, même maintenant, là. Hein. J'entends ça encore même maintenant. Il y a une personne même qui est assise, qui me regarde là même, qui dit ça régulièrement ici. La femme doit faire la politique. Une femme doit faire la politique. Une femme doit faire la politique parce que les femmes en Côte d'Ivoire représentent 50% de la population. Et 50% de la population ne peut pas se retrouver uniquement à la cuisine ou en train de torcher les enfants. Elle doit faire la politique, elle a quelque chose à dire. Parce qu'elle a une façon de voir, elle a une expérience de la vie. Elle doit donc faire la politique. Elle est concernée par les problèmes que la société doit traiter, les problèmes auxquels la société est confrontée. Elle a donc son mot à dire. Mais la plupart du temps, en Côte d'Ivoire, la femme n'a pas de formation intellectuelle. Et ça contribue à la complexer. La plupart du temps, la femme est assujettie aux règles et coutumes de la tradition. On dit que la femme est l'oreiller que le mari doit consulter la nuit. Mais elle n'a pas à venir prendre la parole en public. Une femme ne prend pas la parole en public. J'ai entendu ça souvent. Et même en 92, quand les policiers et les militaires me chicotaient après la marche que nous avons faite, qui a été dispersée, les coups que je recevais, les militaires là me disaient « Toi, tu es une femme. Au lieu de rester à la maison pour faire la cuisine, tu viens ici pour nous embêter. On va te tuer aujourd'hui. Comme ça, tu vas connaître ta place. » Donc, la place de la femme... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah, vous voyez. Et donc, dans le parti là que nous venons de créer, ça va tout de suite le débat. Et on va obtenir, avec cette dame qui est assise là-bas, là, Madame Odouri, on va se battre et on va obtenir que désormais, là, dans notre organisation, nous ayons au moins un quota de 30% de femmes. Et voilà comment on s'est lancé dans ce débat sur les quotas, jusqu'à obtenir que même au niveau du gouvernement, là, il y ait un quota de 30% de femmes dans le gouvernement. On a dit, dans certains pays même, les gens exigent la parité, c'est-à-dire 50%. Mais nous, bon, comme effectivement, beaucoup de nos femmes qui sont très intéressées par la politique, elles n'ont pas un niveau intellectuel suffisant pour maîtriser les dossiers ministériels, etc.
Alors si au moins on peut trouver en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de femmes qui sont intellectuelles aujourd'hui, on peut trouver au moins 30% de femmes pour diriger les ministères, pour diriger les administrations, pour diriger les institutions. Donc, nous allons travailler sur cette base-là. Nous avons dû donc nous lancer dans des programmes de défense de la jeune fille, de la petite fille, pour obliger les parents à scolariser leurs enfants. Et quand on veut faire la politique, on est obligé de regarder tout ça. Si la jeune fille, si la petite fille n'est pas scolarisée, on a une société qui est ignorante. Si la société est ignorante, c'est une société qui va être facilement manipulable par les djihadistes, par les rebelles, par tout ce que vous voulez. Hein? Et puis, le pays va avoir des difficultés, l'État va avoir des difficultés à devenir un État fort. Pour que nous ayons un État fort, il faut que nous ayons des femmes qui sont instruites, des femmes qui ont de la compétence et de la connaissance et qui peuvent participer aux prises de décision. Et nous avons donc dû mener ce combat-là contre la discrimination de la femme dans la société ivoirienne. Et puis, par la grâce de Dieu, avec tous ces combats-là, nous avons pu accéder au pouvoir. Mais à ce moment où nous accédons au pouvoir, notre mot d'ordre, c'est que nous, là, nous ne voulons pas l'accession au pouvoir par les armes, par des coups d'État. Ça est et ça demeure notre position. Il faut que le jeu du multipartisme amène forcément à accéder au pouvoir par la voie des urnes. Donc nous allons mener de grands combats pour que les élections même là ne soient plus des élections truquées. Pour que les élections ne soient plus des élections manipulées. Pour que les jeunes dès l'âge de 18 ans puissent être des électeurs. Nous avons mené ces combats-là. Et nous avons gagné ces combats-là. Parce qu'aujourd'hui, à 18 ans, les jeunes peuvent voter. Mais ça a été le résultat de notre combat. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez à des élections et que vous êtes un candidat, vous avez le droit de mettre dans le bureau de vote des personnes qui vous représentent. Ça a l'air de rien, mais ça a été le résultat d'un combat. Parce qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, quand vous avez constitué des groupes parlementaires, votre groupe parlementaire doit être représenté dans la direction de l'Assemblée nationale. Ça a été un combat. Parce qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, quand vous êtes installé dans la grande salle là où on y a les débats là, vous avez le droit de vous asseoir par groupe parlementaire. Ça a été le résultat d'un combat. Au départ, quand vous entrez à l'Assemblée nationale, que vous êtes député, on vous asseyait par ordre alphabétique. Tu es PDCI, tu es assis à côté d'un FPI parce que vous deux, vos noms commencent par L, ou bien vos deux noms commencent par S ou par T. Mais on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Donc, il a fallu mener ce combat. Donc, les combats sont multiples. L'objectif, c'est d'arriver à réaliser par ces réformes-là, d'arriver à réaliser la vision que vous défendez. On ne vient pas à la politique si on n'a pas de vision. Si quelqu'un veut faire la politique uniquement parce qu'il veut être député, il sera député peut-être. Mais demain, il ne sera plus député et puis il va être frustré. Alors que s'il vient à la politique parce qu'il a une vision à réaliser, une vision généreuse, pas pour sa vie, pas pour sa famille, pas pour sa région, mais pour sa nation. Une vision pour la nation. Et j'insiste souvent, je le dis, on me dit, oh, tu es dans la polémique. Mais une vision, ce n'est pas un individu. Une vision, c'est une pensée qu'on a. Quand tu as les yeux fermés, comment tu vois ton pays? Comment tu vois ta Côte d'Ivoire? Comment tu vois ta terre? C'est ça la vision.
Tu es couché même la nuit, tu rêves. Et puis ça t'apparaît. Un pays propre. Un pays développé. Un pays où le droit est respecté. Un pays où la pauvreté est combattue. Un pays où l'équipement, partout, vous avez des centres de santé, vous avez des hôpitaux, vous avez des écoles, partout. Un pays où le transport est organisé de façon moderne. Un pays où la corruption a disparu. Un pays où la femme peut accoucher sans danger. La vision. Quelle est la vision que vous avez? Si vous n'avez pas de vision, ce n'est pas la peine d'aller faire la politique. Si vous n'avez aucune vision, si votre objectif, c'est juste que, bon, mon ethnie était brimée, par ça aussi j'ai rencontré ça, mon ethnie était brimée parce que depuis que la Côte d'Ivoire existe là, moi, dans mon ethnie, on n'a jamais eu de député. On n'a jamais eu de député dans mon pays. Si c'est ça ta vision, mais ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin parce qu'en Côte d'Ivoire, là, on est 60 ethnies. On est 4 grands groupes. Mais si ton combat, c'est juste ton ethnie, et qu'est-ce que tu fais alors des 59 autres ethnies qui existent en Côte d'Ivoire et qui ont également le droit de vivre? La vision. J'insiste énormément là-dessus. La vision. Si tu veux faire de la politique, il faut avoir une vision. Et il faut que ta vision ne soit pas une vision étriquée. Il faut que ta vision soit une vision généreuse. Une vision dans laquelle se trouve comme ciment l'unité de la nation. Tout à l'heure, vous parlez de réconciliation. Mais comment vous pouvez un peu devenir acteur de la réconciliation si on ne croit même pas qu'il est nécessaire que le pays là soit uni? Si on ne croit pas qu'il est absolument nécessaire que le pays soit uni, on ne travaillera pas à l'unité, on ne travaillera donc pas à la réconciliation. On fera en sorte que ce soit son ethnie qui gagne. Alors il y a quelqu'un, un politique, je ne vais pas donner son nom, mais à l'époque, il avait expliqué ceci. Il dit, il symbolise la prise du pouvoir, la conquête du pouvoir par un arbre, un manguier. Il dit, vous voyez, il y a un manguier qui est là, qui porte des fruits, qui est rempli de fruits. Ça, c'est l'État, c'est la nation, c'est le pays. Et il dit, nous sommes nombreux en dessous à lancer des pierres ou des bois pour faire tomber les fruits et pour ramasser les fruits. Et puis pendant que lui, il est en dessous, en train de lancer son bois pour cueillir les fruits, il y a un fruit qui quitte et puis qui tombe directement dans sa bouche. Et vous voulez qu'il rejette ce fruit. Lui, il ne peut pas rejeter ce fruit. Donc, lui, il va consommer ce fruit. Mais le fruit qu'il veut consommer, là, ça a été le résultat d'un coup d'État. Nous lui disons, prendre le pouvoir par un coup d'État, c'est créer un problème qui va vous revenir au visage quelque temps après. Il faut que nous évitions que dans notre pays, nous dérogions aux règles de la démocratie et que nous mettions de côté ce que notre Constitution a prévu et que nous arrivions au pouvoir par des coups d'État. Dans cette volonté que nous avons de faire de la politique, nous devons avoir des principes. Celui qui veut faire de la politique et qui n'a pas un minimum de principes, il va se retrouver rapidement dans le camp des rebelles et il va justifier même la rébellion. Moi,
mon point de vue, c'est que quand on fait la politique, là, on doit asseoir, parce que la politique, c'est tellement... C'est extrêmement important, mais c'est un domaine dans lequel on est confronté chaque jour au pouvoir. Et le pouvoir, quand on le gère sans principe, il peut nous dévorer rapidement. Il peut nous transformer en serpent, en dragon, en lion, en éléphant écrasant rapidement. Donc, il faut un minimum de principe. Il faut un minimum de principe. Donc, voilà un petit peu ce qui m'a conduit. Ce qui m'a conduit. La dernière chose que je peux partager avec vous, c'est que quand je parle de principe, moi, j'assois mes principes sur ma foi. Il y en a qui me disent, elle mélange tout. Il y en a même qui se mettent à m'appeler pasteur. J'ai dit d'accord. Par la grâce de Dieu, si je suis pasteur, ce n'est pas mauvais aussi. Mais je considère que dans la politique, là, vous êtes confronté au pouvoir. Et quand vous êtes confronté au pouvoir, soit vous travaillez au pouvoir avec Dieu, soit vous travaillez au pouvoir avec le diable. Il n'y a pas d'autre voie. Et moi, j'assois mes principes sur ma foi en Dieu. Et je considère que Dieu est un très bon conducteur, pourvu qu'on l'interroge régulièrement sur les choix qu'on doit prendre, sur les décisions qu'on doit prendre. Et non seulement il est un bon conducteur, il est un bon guide, mais également il est, je peux dire, un être qui est capable de vous soutenir quand vous êtes dans le creux de la vague. Et je me suis retrouvé dans le creux de la vague. Et quand je me suis retrouvé dans le creux de la vague, ce qui m'a permis de tenir, de rester debout, c'est la foi. Et dans la foi, j'ai découvert qu'il y a un élément qui est essentiel, c'est votre cœur. N'est-ce pas? Il faut veiller sur son cœur. Il faut veiller à ce que son cœur soit toujours un cœur blanc. Un cœur qui est déchargé de tout ce qui est rancune, de tout ce qui est amertume, de tout ce qui est colère. On est des êtres humains, hein? Donc quand quelqu'un te pique, la colère vient tout de suite. Ça, c'est clair. Mais il faut veiller justement à chaque fois à interroger votre cœur. Mon cœur là, il en est où? Celui-là vient de m'insulter, mais mon cœur, il a réagi comment? Si je vois qu'il est en colère, alors je me mets à prier, à faire ce qu'il faut. Quelquefois même respirer là. Respirer de la bonne manière, ça vous décharge le cœur. Quelquefois, prier pour celui qui vient de vous insulter là, ça vous décharge le cœur et ça vous guérit. Et j'ai expérimenté ça. Et aujourd'hui, on me dit, mais comment la femme là même est faite? On l'insulte, elle sourit. On l'insulte, elle ne dit rien. Comment elle fait? Et souvent, on me pose cette question-là. Madame, comment vous faites? Quel est votre secret? Mon secret, c'est ça. Veiller sur son cœur, décharger son cœur de l'animosité, de la colère, du désir de vengeance, décharger son cœur. Décharger son cœur. Et moi, je vous invite régulièrement, dans votre vie de jeune, là, dès maintenant, là, je vous invite à apprendre à décharger vos cœurs. Si vous apprenez à décharger vos cœurs, vous allez accepter vos adversaires. Vous allez accepter vos rivaux. Vous allez accepter vos ennemis. Vous allez même leur faire du bien. Et avec la joie dans le cœur.
Et vous allez conserver votre joie. Et si vous savez conserver votre joie, vous allez voir que non seulement la lumière va se lever sur vous, mais vos projets secrets là vont commencer à être réalisés. Donc voilà un petit peu ce que je voudrais dire. Je vais m'arrêter là parce que sinon je suis une très grande bavarde, je risque de rester ici toute la journée. Bonjour à tous. Bonjour Madame la Première Dame. C'est un honneur. Je suis vraiment heureuse d'être là ce matin, de voir le visage politique qui a porté l'idéologie pour laquelle nos frères, nos pères, toutes petites, on les a vus sortir. En 2000, mon père sortait, il ne m'a pas dit qu'il partait. Et quand il est revenu, il était blessé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ma mère m'a dit, mais ils te connaissent où? Et c'est comme ça qu'on a grandi avec. Et vraiment, c'est une joie de voir ce visage qui a porté l'idéologie de la liberté et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et vraiment, je vous dis merci d'avoir porté cette lutte. Nous avons, on va dire, nous avons vu la gloire, nous avons vu, on va dire, l'enfer et le relèvement. Oui, c'est cette force de caractère-là que je voudrais qu'on applaudisse ce matin. Donc ma question c'est la suivante. Comment avez-vous pu imposer vos idées, votre idéologie dans ce monde misogyne qu'est la politique? Comment avez-vous su faire transcender, emmener les hommes et les femmes d'autres religions différentes, d'ethnies différentes, à adopter une idéologie qui n'était pas la leur, mais dans laquelle ils se retrouvaient? Merci. Allez-y, on entend. On entend, allez-y. J'aimerais juste savoir, en tant que femme politique, avec toute votre carrière, s'il est possible de faire une carrière politique sans toutefois faire recours à la tricherie ou au mensonge. Moi, c'est Adoué Ami. Maman Simone, on a suivi, moi j'ai étudié votre parcours. Vraiment, j'ai aimé votre compatibilité. Aujourd'hui, je suis très contente de vous croiser parce que j'ai toujours rêvé de vous rencontrer. Aujourd'hui, j'ai venu vous demander où vous puisez toute cette énergie-là, parce que quand on voit d'où vous venez jusqu'à aujourd'hui, où vous puisez toute cette énergie et quels conseils vous pouvez donner aux femmes et aux jeunes filles qui veulent marcher dans vos pas. Merci. Bonjour, chère Tata. Bonjour, messieurs, dames de la délégation qui l'accompagne. Tous mes respects. Je voudrais que vous êtes enseignante de profession. Je voudrais ici, en dehors de cette salle, savoir si vous aurez la possibilité et le temps, avec votre carnet, de donner des stratégies aux jeunes filles et même à nous autres pour avancer dans la politique malgré les coups. Et en plus, en tant que mère et responsable politique, c'est pas facile, mais je sais que vous avez des ficelles. Je voudrais qu'on puisse en bénéficier et en profiter. Merci. Moi, ce n'est pas une question. Je suis de la maman. Ces conseils viennent de nous donner en tant que ses enfants. Je suis de l'IGF pour oui. Bon, je n'ai pas pu continuer. J'ai le niveau bac D. Je n'ai pas pu continuer les cours par manque de moyens. Donc aujourd'hui, je suis ici et je demande la maman qui a pu me donner des conseils aujourd'hui en tant que sa fille, si on peut dire ça, la fille, sa petite fille. Donc je la remercie beaucoup d'être présente aujourd'hui pour pouvoir nous porter soutien, nous qui sommes venus pour elle aujourd'hui. Je la remercie, c'est peut-être pour ça, sinon il n'y a pas de questions. Je vais répondre aux premières questions avec l'espoir que ça va donner des réponses déjà même à celles qui n'ont pas encore posé de questions et puis on prendra une deuxième liste. La première question qui est de Assi Bénédicte, bon, elle m'a félicité pour la force de mon caractère. Merci beaucoup.
mais elle me demande comment est-ce que j'ai pu m'organiser pour faire adopter l'idéologie du parti à des personnes qui sont très différentes et d'horizons divers. Mais vous avez dit idéologie. Moi, j'ajoute vision du monde. La vision que moi et puis mes camarades, nous partagions est une vision qui concerne la Côte d'Ivoire. C'est une vision qui ne concernait pas une ethnie, qui ne concernait pas une religion, qui ne concernait pas une classe sociale, mais c'est une vision qui concernait toute la Côte d'Ivoire. Si vous bâtissez une vision, c'est pour ça que j'ai appelé cela une vision généreuse pour la nation. Si vous bâtissez une vision et qu'au centre de votre vision, c'est le devenir de votre nation, c'est le bon devenir de votre peuple, vous allez voir que, quelle que soit l'ethnie, les gens vont adhérer. Et les gens vont tellement adhérer qu'ils vont eux-mêmes venir comme ressources. Ils vont apporter même de leur poche, même ceux qui n'ont rien. Et c'est ce que nous avons expérimenté. Quand nous avons créé le Front populaire ivoirien, là, les gens payaient leur transport pour venir nous trouver à la résidence où nous étions, nous dire comment on fait pour créer un comité de base. Quelles sont les règles? Et on a dû donc leur donner les informations. Ensuite, nous avons organisé beaucoup de formations. Beaucoup de formations. Pour que les gens comprennent. Parce que, je vous donne juste un exemple. Dans notre vision, nous disions, il faut sortir de la gestion centralisée de l'État. Avant, avec le PDCI, le pays est gouverné par le président Houphouët et son gouvernement. Si vous voulez une école dans votre région, vous êtes obligé de trouver un chemin pour accéder à un ministre pour obtenir la possibilité, le moyen, la décision de créer une école primaire dans votre village. Le village peut être à Zoukougbe. Le village peut être à Bangolo. Le village peut être à Tengrela. Pour construire une école primaire à Tengrela, il faut que vous trouviez quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît le ministre. Sinon, votre école ne peut pas être construite. Nous avons dit, la meilleure formule, c'est de pratiquer la décentralisation. C'est-à-dire, dans chaque région, créer des communes. Chaque village doit être intégré à une commune. Sinon, le développement n'arrive pas au village. Nous, on avait créé à notre époque les structures décentralisées dans les départements. On appelait ça le conseil régional, le conseil général. Au niveau de la commune, le maire et son équipe ont un certain nombre d'actions précises qu'ils doivent mener, qui est de leur ressort. Construire une école primaire, construire un centre de santé, construire un dispensaire. Ça fait partie des compétences du maire. Au niveau du conseil général, on a un autre niveau de responsabilité. C'est le conseil général qui va avoir à construire les collèges, qui doit avoir à entretenir les routes, qui va avoir à construire les châteaux d'eau, n'est-ce pas? Et puis qui va négocier pour la construction, pour l'électrification des villages, l'électrification de la région, etc. Une fois que le travail est réparti comme ça, le maire, là, qui veut être réélu, il va se débrouiller pour construire les écoles primaires jusque dans les villages. Le président du conseil général qui veut être réélu, il va se débrouiller pour trouver l'argent pour construire les collèges, pour construire les lycées. Est-ce que vous voyez? Et si la décentralisation est appliquée de la sorte, rapidement, le pays tout entier va être développé. Mais quand il y a un tel projet,
et qu'en plus, il y a l'électrification villageoise dedans. Il y a l'entretien des routes dedans. C'est qui va dire, comme moi, je suis du Nord, là, je ne me sens pas concerné par ça. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement actuel a quelquefois des difficultés avec les populations parce que tous les villages aujourd'hui réclament l'électrification des villages. C'est un autre projet. Donc, quand votre projet, quand votre vision, elle est bonne et elle est généreuse, tout le monde va y adhérer. Vous n'avez pas besoin d'aller faire des choses particulières. Tout le monde va y adhérer parce que c'est le développement qui est visé. Voilà un peu ce que je vous donne comme réponse. Est-ce qu'on peut faire la politique sans tricherie et sans mensonge? Moi, j'ai dit oui. Celui qui fait la politique en trichant et en mentant, de toute façon, devant, son mensonge va le rattraper. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens, pour être lus, ils vous promettent même la lune. Mais la lune, elle est là, tout le monde la voit. Mais quand il y a le pouvoir, là, il faut venir maintenant faire descendre la lune. Moi, je conseille de faire la politique sans tricher et sans mentir. Je conseille de faire la politique sans rechercher à se venger de celui qui a été son adversaire. C'est pas facile, hein? Parce que malheureusement, même dans la société, les hommes et les femmes, je ne parle pas seulement des hommes, hein, je parle de l'espèce, aiment bien qu'on les baratine, qu'on leur fasse des promesses, qu'on leur distribue un peu d'argent, parce que eux, c'est leur quotidien là. On va leur donner 5 000 francs, 5 000 francs, 5 000 francs pour aller voter, et puis lui, il est content. Mais après, il a pris les 5 000 francs, après il va revenir à la charge. Pour dire, voilà, tu nous avais promis que tu allais construire notre hôpital ici. Depuis, il n'y a rien. On ne voit rien. Et ça va vous rattraper. Donc, moi, je vous conseille d'apprendre à faire la politique sans tricher, sans mentir, à ne pas vous laisser tenter, parce que souvent, il y a de très fortes pressions, à ne pas vous laisser tenter par ceux qui veulent acheter les voix, qui veulent faire des combines, qui veulent tricher, qui veulent mentir. C'est possible, mais ce n'est pas facile. Bon, il y a une troisième question qui est devenue: où est-ce que je puise mon énergie et quels sont les conseils que je peux donner? Bon, où je puise mon énergie, je l'ai déjà dit tout à l'heure dans mon exposé. Je puise mon énergie dans ma foi. Et quand je parle de la foi, il y a la foi à ma nation. Il y a la foi à mon peuple. Il y a la foi en l'homme. Parce que l'homme est tellement, quelquefois, désolant, décourageant, qu'on peut être amené à ne plus croire en l'homme. Il faut tout faire pour conserver la foi en l'homme. Et puis, il y a la foi à mon Dieu qui me donne des principes, qui me donne des valeurs. Et ce sont ces principes et ces valeurs-là que j'essaie d'appliquer. Celui qui veut faire la politique et qui n'a aucune foi, il va très rapidement se casser la figure. Donc, voilà un peu de conseils que je donne en même temps. Alors, notre petite sœur qui est conseillère municipale, elle demande si c'est possible de donner des stratégies pour avancer en politique. C'est ce que je dis là. En politique, c'est sûr qu'il faut une stratégie, c'est sûr. Mais la stratégie que vous devez asseoir, elle découle du plan, de la vision que vous avez. Vous êtes conseiller municipal. Mais dans votre municipalité, là, quels sont les problèmes qui existent? Quelles sont les espérances que vous-même vous avez? Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Votre stratégie va dépendre de ça. Si votre objectif, c'est d'arriver à développer votre commune de telle ou telle façon,
votre stratégie va découler de cela. Mais quelle que soit la stratégie que vous allez prendre, si vous vous organisez sans avoir une base forte de personnes sûres, de personnes de qualité, sur lesquelles vous allez vous appuyer, qui ne soit pas une base étriquée. Parce qu'il y a des gens qui font la politique en disant je me réfère, je m'appuie sur les gens de ma région. Mais il n'y a pas une seule ville en Côte d'Ivoire qui n'est habitée que par des gens d'une seule ethnie. Ça n'existe pas. Donc si vous ne savez pas déjà vous ouvrir à l'ensemble des ethnies, à la nation plutôt qu'à la région, à la nation plutôt qu'à l'ethnie. La Côte d'Ivoire a des problèmes parce qu'on n'a pas encore réglé ce problème-là. Dans notre hymne national, nous disons nous sommes un pays d'hospitalité. On ne dit pas nous sommes une ethnie hospitalière. Il ne dit pas nous sommes une région hospitalière. Il dit nous sommes le pays de l'hospitalité. Dans ce pays de l'hospitalité-là, nous avons qui y habite? Qui constitue le peuple de ce pays qui est le pays de l'hospitalité? Si c'est le pays de l'hospitalité, il faut qu'à l'intérieur de ce pays, déjà nous apprenions à nous accepter. Si nous vivons juxtaposés les uns contre les autres, nous ne pourrons pas bâtir une stratégie cohérente, intéressante, suffisante pour sortir notre pays des problèmes de coexistence que nous vivons aujourd'hui. Donc la stratégie là, ça découle de ça. Ça découle de ça. Vous dites, quand on est femme et qu'on veut faire de la politique, on doit être obligé en même temps de gérer beaucoup de choses. Vous dites, on est mère en même temps. On est épouse en même temps. On est militante en même temps. On est citoyenne en même temps. On est travailleur quelque part en même temps. Comment on fait? Comment on fait pour gérer tout ça? Or, vous avez déjà compris que quand tu veux faire la politique, tu es obligé de trouver une solution à tout ça. Si parce que tu fais la politique, tu négliges ton travail de mère, tes enfants vont devenir demain des délinquants. On est d'accord avec ça? Et si tes enfants deviennent des délinquants, ça va être ta peine pour tout le reste de ta vie. Donc, il faut accorder du temps aux enfants. Il faut accorder du temps au mari. Parce que tu fais la politique, d'accord? Mais le mari, la nuit, t'attend à la maison, hein? Est-ce que mon cabato est cuit? Et le mari, là, quelquefois, il va être méchant. C'est même quand il sait que tu dois sortir pour aller faire le travail, là, qu'il va dire, je viens avec des amis pour manger à la maison, il faut me faire la cuisine. C'est ça même, hein? C'est ça, mais c'est pas mon cas, c'est ça. Et vous avez des maris qui vont vous dire, vous êtes en train de sortir pour aller à telle réunion là. Qu'est-ce qui me prouve que là-bas vous n'allez pas pour rencontrer d'autres garçons? Vous êtes obligé de gérer ça. Il faut donc, quand on veut faire la politique là, il faut avoir de la personnalité. Mais en même temps, il faut savoir, hein, un peu être comme Dalila, qui sait séduire son gars. En même temps, avoir de l'autorité. En même temps, démontrer aux enfants qu'ils sont les premiers dans votre vie pour que les enfants ne soient pas désemparés. Maman n'est pas là, papa n'est jamais là, maman n'est jamais là. Mais trouver les moyens. Alors moi, par exemple, il y avait un truc que je faisais. Hein. Je sortais souvent pour aller à mes réunions. Ou même pour aller à l'extérieur du pays quand j'avais... Donc quand je reviens avec des cadeaux magnifiques que mon enfant, il sait que si je ne suis pas sorti là, il n'aura pas ces cadeaux-là. Donc il attend le retour de maman pour recevoir son cadeau. Quand il a reçu son cadeau, il me pardonne tout le reste. L'absence, tout ça, c'est pardonné. Le mari, il faut savoir ce qu'il aime. Mon mari, un jour, s'est levé et dit, je vais manger
ragoût de pommes de terre. Aïe, toi, bébé qui mange du riz tous les jours. C'est un ragoût de pommes de terre que tu veux manger. Donc, je n'ai pas cru. Mais bon, comme il dit, il veut manger du ragoût de pommes de terre. J'ai préparé son ragoût et je sais bien cuisiner les ragoûts de pommes de terre. Donc, j'ai préparé son ragoût de pommes de terre. Mais entre nous, je connais les types là. Je sais ce que son saka avec sa sauce crème. J'ai préparé à côté, ils appellent ça zon saka. J'ai préparé son zon saka, sauce graine, avec le riz. Et puis j'ai mis ça de côté. Il arrive à table, il regarde le ragoût de pommes de terre que lui-même il a demandé là. Hein. Et puis son visage change, parce qu'il a regardé, il n'a pas vu le riz. Son visage a changé aussitôt. J'ai dit, mais c'est la pomme de terre là que tu as demandé. Bon, d'accord, j'ai mangé la pomme de terre. Et puis j'ai fait apporter le riz et la sauce graine. Quand il a vu le riz et qu'il a vu la sauce graine, je vous assure, son visage est devenu rayonnant comme si Jésus-Christ même qui était devant lui. Et il n'a pas mangé le riz. Il n'a pas mangé la sauce graine. Il a mangé son ragoût de pommes de terre. Mais la sauce graine était là. Donc vous voyez, dans la stratégie, il faut savoir également être diplomate et savoir faire plaisir. Il ne faut pas dire que comme je fais la politique, donc il ne faut pas me déranger. Moi, je suis dans ma réunion politique. Ça ne va pas marcher. Mais c'est un conseil qui est valable aussi pour les hommes. Hein. Oui. Hein. Donc voilà un peu ce que je réponds. Merci beaucoup. Très bien. Docteur, avec votre permission, est-ce qu'on peut avoir une dernière série? Oui. Ok, donc on a... Mais ça, le programme, il est votre programme. Hein? Bonsoir, maman. J'ai écouté votre intervention et vraiment je vous remercie d'abord pour votre présence et puis pour tout ce que vous avez dit jusque-là. Et je suis Abalé Ostito, l'honorable Abalé Ostito, présidente du Parlement des enfants à Abidjan et Conseil national de Port-Bouilly. Voilà. Au nom des enfants que je représente, maman, tes enfants te posent la question suivante. Puisque tu as dit dans tes propos que tu étais ici, et c'est de là que est parti ton amour, la société et la vie civile. Tes enfants, tes petits-enfants te demandent si tu as des projets ou quels sont les projets que tu as pour d'abord leur donner l'amour de la vie en société et puis éliminer les tabous en politique. C'est-à-dire il y a des personnes qui pensent que la politique c'est uniquement gouverner une nation. Alors qu'on considère la politique comme telle, mais la politique c'est en fait la vie en société, c'est l'amour des autres et l'amour de régler un problème d'une société. Donc maman, quels sont les projets que tu as pour tes petits-enfants pour qu'ils aient l'amour du social et aussi éliminer les tabous qu'il y a dans la politique? Merci bien. D'accord, merci au maître de cérémonie. Merci au maître de cérémonie. Il faut dire que votre majesté est à la hauteur de l'envergure de cette cérémonie. Alors, avant de poser ma préoccupation, je voudrais remercier l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire pour avoir initié ce cadre d'échange intergénérationnel. Merci également à Madame Simone Eivé pour avoir partagé avec nous un temps de son histoire. Et ça, c'est très important. Parce que, en tant que femme, autant nous avons le devoir de perpétuer l'évolution en donnant vie, autant nous avons le devoir de perpétuer la vision en formant des jeunes hommes et des jeunes femmes capables de perpétuer cette vision-là. Alors, Madame la Première Dame, je voudrais savoir, au nom de votre parcours,
au nom de votre expérience, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous faites pour pouvoir perpétuer cette vision? Est-ce que vous avez déjà envie de former une génération d'hommes et de femmes afin de pouvoir relever ce défi? Merci. Bonjour monsieur. Bonjour madame la première dame. Merci d'être. Ma question est la suivante. Est-ce que vous comptez revenir dans la scène politique? Votre combat, puisque l'objectif n'est pas encore atteint que les femmes soient au pouvoir en majorité. Oui, c'est ma question, merci. Ok. Je suis Angelina, présidente de l'association Peace in Campus. De l'association Peace in Campus. Merci madame la première dame pour votre intervention. J'ai entendu qu'il fallait être instruite et bien formée pour faire de la politique. Et en même temps, j'ai compris que la politique, c'est l'amour de sa nation. J'aimerais savoir, ces mamans qui sont au village, dans les champs, qui sont illettrées, qui ne sont pas forcément instruites, qui ne savent pas, qui n'ont pas d'idée de la politique, mais qui exercent à telle enseigne qu'elles ont de l'impact dans leur communauté. Est-ce qu'elles pourraient espérer un jour être aux instances de décision? Ou bien, du fait qu'elles ne soient pas instruites, elles sont de facto rejetées de là. Voilà ma question. Ok. Bonjour Madame la Première Dame. Je suis Madame Lagaï Marie-Claire, conseillère municipale à la mairie de Yopougon. Bon, sincèrement, je remercie l'association des femmes juristes de nous avoir permis d'avoir des personnalités pour nous édifier. Parce que nous sommes des femmes de terrain. Nous sommes sur le terrain. Et quand nous venons à ces formations-là, ça nous édifie davantage, ça nous permet de travailler. Particulièrement, je n'ai pas de questions. Rien que vous exprimer mon admiration et vous dire que nous vous portons dans notre cœur, nous les femmes de Côte d'Ivoire. Vous avez pu le remarquer tout à l'heure, votre entrée. On avait du mal même à s'asseoir. On ne voulait même pas s'asseoir. Bon, Madame la Première Dame. Merci beaucoup. Félicitations encore à vous. Merci beaucoup. Je vous remercie. Donc, cette deuxième série de questions se termine par une véritable déclaration d'amour. Alors, je vais me permettre, comme elle n'a pas posé de questions, de prendre une autre question, une dernière question au hasard. Voilà, je suis Célestine Bongo, étudiante en géographie, master 1 de recherche. Je suis également secrétaire général adjoint du CODEF. Le CODEF, c'est le comité de délégués filles de l'Université de Côte d'Ivoire. Ma question est la suivante. Si vous me le permettez, je vais vous appeler Mémé, parce que j'ai une grand-mère qui a pratiquement le même âge que vous. J'aimerais savoir, avec tout ce que vous avez enduré, vous donner tout ce que nous savons du passé, est-ce que vous avez le même engouement, la même force de poursuivre la vision que vous avez depuis lors? Je vous remercie. Et si oui, comment? Où est-ce que vous puisez cette force-là de Merci. Non, c'est normal, on ne peut pas lui reprocher ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, même lorsque vous vous justifiez, on se dit non, il y a quelque chose. Merci beaucoup. Je voudrais
remercier toutes celles qui m'ont adressé encore des félicitations, de l'admiration. Vous savez, non seulement c'est touchant, mais c'est réconfortant. Hein, c'est réconfortant, c'est encourageant. Et je voudrais vraiment vous en remercier. Maintenant, est-ce que j'ai des projets pour que l'on puisse donner de l'amour ou cultiver l'amour de la société? Je vais traiter les deux questions ensemble. La deuxième question qui dit qu'est-ce que vous faites pour perpétuer votre vision? C'est les deux questions, je vais les traiter ensemble. Je suis convaincu, et ça je l'ai dit depuis le début, depuis que nous sommes là, que si vous n'avez pas d'amour pour votre nation, si vous n'avez pas d'amour pour votre peuple, bon, vous pourrez faire la politique, mais ça va être une politique, comment je dirais, chétive et étriquée. Deuxièmement, si la définition que vous avez de la politique, c'est uniquement d'aller briguer des postes électoraux, des postes de responsabilité dans le gouvernement ou dans les ministères, etc. Ça aussi, c'est étriqué. La politique, faire la politique, c'est décider de s'occuper des problèmes de la société. C'est ça, faire la politique. S'occuper de traiter, de trouver des solutions aux problèmes de la société. Donc, un député peut, en participant à la prise des lois, à la votation des lois, peut aider à régler les problèmes de la société. Et donc, en tant que député, on fait de la politique. Et c'est très bien. Mais le maire, le conseiller municipal, qui s'occupe de régler les problèmes, ne serait-ce que même sur le marché de la commune. Il fait de la politique. Il fait de la haute politique. Le médecin qui est à l'hôpital s'occupe de... Quelquefois, le médecin va dire, moi, je ne fais pas la politique, moi, je soigne les gens. Mais tu soignes les gens, c'est quand tu soignes les gens, tu résous donc le problème des gens. Donc, tu fais de la politique. Parce qu'il y a soigner les gens et puis soigner les gens. La manière dont tu prends en charge, la manière dont tu organises ton service, la manière dont tu organises l'hôpital, ça va découler de ta vision politique. L'instituteur. Et je discutais quelquefois avec les chrétiens qui font la différence entre être chrétien à l'église et puis être chrétien dans son service. À l'église, tu déclines toutes les valeurs que tu apprends, toutes les valeurs que ton pasteur ou ton prêtre t'enseigne. Et puis quand tu arrives sur le lieu de travail, tu es menteur, tu es tricheur, tu es détourneur, tu es voleur. Tu fais la politique d'une certaine manière, qui est différente de ce que tu confesses à l'église. Dans tous les secteurs, on fait de la politique. Dans tous les secteurs. Et dans tous les secteurs, il faut bien faire la politique. C'est pour ça que ça a toujours été ma vision, mais aujourd'hui, ça allait encore plus quand je regarde l'état de la société. Ma vision aujourd'hui, c'est de travailler principalement sur les valeurs. Et vous avez vu que récemment, j'ai accepté de parrainer une organisation qu'on a appelée le mouvement des générations capables. Parce que le pays, là, nous en Côte d'Ivoire, avec notre génération, nous avons travaillé, premièrement, pour que le pays devienne indépendant. Deuxièmement, pour que le pays soit multipartisan. Mais c'est vous aujourd'hui qui devez travailler pour que ce pays-là devienne aussi développé que n'importe quel pays d'Europe. C'est vous qui devez manifester de la compétence. C'est vous qui devez manifester de la sagesse. C'est vous qui devez manifester du savoir-faire et de l'autorité pour que la souveraineté de nos nations soit sauvegardée
Donc aujourd'hui, là, mon combat, c'est cela. Mon combat, c'est que nous ayons des citoyens, des Ivoiriens, des hommes et des femmes qui soient des hommes et des femmes de valeur, qui connaissent les valeurs, qui pratiquent les valeurs, des hommes et des femmes compétents. Ça signifie beaucoup de formation. Et c'est dans tous les domaines. Quand je dis compétent, ce n'est pas seulement au plan technique, ce n'est pas seulement au plan scientifique, mais dans toutes les petites choses que vous faites. Si vous êtes vendeuse d'attiqué, vous devez être la meilleure vendeuse d'attiqué de la Côte d'Ivoire. La compétence et les valeurs. Et c'est comme ça que je compte perpétuer la vision que j'ai. Parce que dans la vision que j'ai là, on est arrivé à un stade où on a besoin d'hommes et de femmes qui sont jeunes, qui sont cultivés, qui sont instruits, qui sont allés à l'école, qui ont plus de connaissances que moi, mais qui sont des hommes de valeur, qui sont des hommes qui comptent faire que s'investir pour que le pays avance, pour que le peuple avance, pour que l'État ivoirien avance. Ça, c'est votre mission. Et moi, mon rôle, c'est de vous encadrer dans cette mission-là. Est-ce que vous allez revenir sur la scène politique? Mais est-ce que j'ai quitté la scène politique? Je n'ai jamais quitté la scène politique. On fait la politique de plusieurs façons. Hein. Même quand on est en prison, c'est la politique qu'on a fait. Je fais la politique de plusieurs façons. Donc, je continue de faire la politique. Alors, il y a une question que j'ai beaucoup aimée, qui est de la jeune fille qui est de l'organisation Peace in Campus. Elle dit, j'ai insisté sur le fait que quand on veut faire de la politique, il faut être ainsi. Et c'est vrai, j'insiste là-dessus. Si tu veux bien faire la politique, il faut être ainsi. Sinon, tu deviens l'instrument des autres. Les autres vont exploiter ton énergie, ta foi, ta force, pour avancer eux dans leur schéma. Et c'est souvent ce qui se passe avec nos mamans dont vous parlez. Nos mamans, elles sont généreuses dans leur détermination, dans leur ambition, mais souvent on les utilise, les partis politiques les utilisent pour venir remplir les stades lorsqu'il y a des meetings, pour faire la cuisine lorsqu'il y a des grandes réceptions. Et puis c'est tout. Mais parmi elles, il y a des femmes qui sont éminemment sages. La sagesse, là, c'est pas à l'école qu'on acquiert. La sagesse, on l'acquiert à la maison. On l'acquiert dans les réunions. On l'acquiert dans les contacts, dans les rassemblements, dans les réflexions qu'il y a. Une maman qui va au champ et qui revient au village et qui participe à la résolution des problèmes du village, le maire là, va être heureux de l'avoir dans son équipe. Le maire va aller la consulter pour prendre des décisions avec elle. Et donc, vous qui êtes plus jeunes, qui avez en plus la connaissance scolaire, mais si vous les encadrez, si vous leur apportez cette connaissance scolaire, mais vous allez faire de ces femmes-là des femmes qui décident dans les prises de décision au moment où se réunit, n'est-ce pas, le village ou la commune, etc., pour prendre des décisions. Parce qu'elles en savent souvent beaucoup plus que vous. Elles sont capables de vous instruire sur ce qui se passe dans le village, dans la ville, dans la commune. Elles sont capables d'avoir plus de sagesse que vous. Et donc quand je dis que pour faire de la politique, il faut être une personne instruite, je le dis et j'insiste là-dessus. Mais quand je dis instruite là, je ne dis pas diplômé. Ça fait deux choses. Vous avez même des diplômés qui sont vides. Quand je dis instruite, ça veut dire que le problème qui se pose là, cette femme-là qui est au champ, vous le lui avez expliqué, elle a pu s'asseoir, elle a pu réfléchir, elle a pu saisir toute la dimension du problème et elle est capable de vous proposer même des solutions. Mais ça, c'est un travail qu'il faut faire. C'est un travail qu'il faut faire et c'est un travail que vous devez faire aujourd'hui. Alors, la dernière question, vous dites, est-ce qu'aujourd'hui,
je traduis terre à terre ce que vous avez. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre âge là, vous avez encore les capacités d'avoir de la force pour aller affronter le terrain, avoir de l'engouement pour faire le travail? Et je vous réponds franchement, je suis vieille. J'ai 72 ans aujourd'hui. Et il est évident que la vision est toujours la même. Mais pour exécuter cette vision-là, il y a pas besoin de vous tous. Il y a des choses qu'on peut faire quand on a 50 ans, qu'on ne peut plus faire quand on a 80 ans. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça qu'on doit avoir la sagesse de s'appuyer sur ceux qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, et qui peuvent faire ce travail-là, si bien sûr vous avez pris le soin de leur insuffler votre vision. Hein? Voilà. Et donc, moi, mon travail aujourd'hui, c'est de vous insuffler la vision. Et puis de vous pousser pour vous mettre au travail pour que vous alliez faire ce travail-là. Parce que cette vision, il faut qu'elle aille jusqu'à son achèvement. Et ce n'est pas d'une génération qu'on règle le problème d'une vision. Il faut que de génération en génération, le relais soit établi et que la vision soit transmise à des générations plus jeunes qui prennent le relais, qui continuent, qui font le travail et qui à leur tour transmettent à des générations plus jeunes, parce que la réalisation de cette vision, ça peut prendre 100 ans, ça peut prendre 150 ans. C'est ça. Sinon, ce n'est pas une vision. Sinon, ce n'est pas une vision. Donc, ça me permet de revenir à notre première question. Est-ce que je suis prête aujourd'hui à accepter d'être le coach, encore ça que vous avez dit, le coach et le mentor d'un monde qui impose la responsabilité. Mais la responsabilité des deux côtés. Si j'accepte d'être votre mentor, c'est que vous acceptez d'être mes filles. Si on peut être encore là-dessus, tout à l'heure, tu récupères la liste de présence. Merci beaucoup. Vous pouvez s'asseoir. Nous pouvons vous laisser partir. Vous savez, ce que vous avez donné n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mais nous voulons juste vous laisser un souvenir de ce moment. Nous savons que vous avez une belle mémoire, mais il est important de vous laisser quelque chose. Je vais demander à